autre question pour vous. Je vous pose la question, mais je sais que vous allez me répondre oui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Rusić? Rusić, oui. Jérôme Poirot connaît évidemment. Vous aussi, je suppose, Bogdana. C'est le nom d'une milice russe qui avait déjà fait parler d'elle il y a quelque temps déjà et dont on entend à nouveau le nom ces jours-ci. Magali, on entend parler de cette milice qui fait peur, hein, milice néo-naziste qu'on a écrit sur le bas de cet écran. Parce que quoi? Parce qu'elle menacerait l'OTAN? Oui, d'après le Guardian, la milice cherche à trouver des informations sensibles, confidentielles sur toutes les activités à la frontière de 3 anciennes républiques soviétiques. Il s'agit de la Lituanie, de l'Estonie, de la Lettonie, 3 pays qui aujourd'hui font partie effectivement de l'Alliance Atlantique. Et ce n'est pas vraiment confidentiel, c'est sur le compte Telegram officiel de Rusić que le journal britannique a trouvé l'info. La semaine dernière, les membres de la milice ont reçu l'ordre de collecter et de rapporter toute information militaire. Est-ce que ça veut dire que Rusić prévoit une attaque? Eh bien, pas forcément. Il pourrait s'agir de faire croire que quelque chose se prépare pour mettre les Occidentaux sur les dents et donc de provoquer une escalade. Ça prouve en tout cas la frustration de ces groupes paramilitaires nationalistes. La guerre menée par Poutine ne va pas assez loin. Et attention, parce que ça voudrait dire que potentiellement, qu'ils peuvent devenir incontrôlables. C'est en tout cas ce que dit une source anonyme au Guardian. Regardez, que se passerait-il en Russie si la Russie perdait le contrôle de ces groupes paramilitaires et qu'ils se mettent à commettre des actions indépendantes qui pourraient provoquer une escalade? La vraie question est, le Kremlin contrôle-t-il encore pleinement les choses? C'est vrai que c'est potentiellement dangereux. Qu'est-ce qu'on sait de cette milice, Magali? Alors, elle a été fondée en 2014 par Alexei Milchakov. C'est un militaire ouvertement néo-nazi connu pour sa brutalité. Le groupe se présente comme une force de sabotage et de reconnaissance. Il a déjà opéré dans le Donbass en 2014. Il s'était illustré en publiant des photos absolument épouvantables. Il est soupçonné de crimes de guerre également en Syrie et il combat en Ukraine. Donc sa présence aux côtés de l'armée régulière russe a été documentée et avérée depuis la mi-mars, notamment dans la région de Kharkiv. Rusić est par ailleurs très proche du groupe Wagner, mais on ne sait pas très bien s'il opère sous la supervision de Wagner ou sous la supervision carrément du ministère russe de la Défense. Et puis je ne sais pas si vous en souvenez, c'était à la fin du mois de septembre, on en avait entendu parler de Rusić parce qu'il avait publié, le groupe, sur son compte Telegram, un manuel de torture. Il donnait alors des conseils aux soldats russes sur la façon dont il fallait torturer les prisonniers ukrainiens sans laisser de traces et comment il fallait les exécuter après l'interrogatoire. Abominable, évidemment. Merci Magali. Le profil de ces gens-là, Bogdana, c'est quoi? C'est des idéologues néo-nazis, sont des anciens prisonniers, comme on peut voir chez Wagner, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de se faire de l'argent. C'est quoi? Des anciens militaires frustrés que effectivement, ça n'aille pas assez loin? Des idéologues, c'est sûr, parce que même le nom Rusić qu'ils ont utilisé, ça montre déjà la propagande. Ça veut dire quoi? Rusić, c'est la personne qui vient de Kiev russe, qui est roussine, qui a des origines anciennes pas de la Russie, mais roussine. Donc russe de souche, quoi. Russe de souche. Oui, Kiev russe, qu'on sait en fait, a été constitué par Kiev, le territoire qui a fondé par la suite et qui était aussi un outil de la propagande russe pour dire que nous sommes russes, mais en fait roussine, ça ne peut pas dire russe. Et en fait, les personnes-là se sont déradicalisées, forcément, peut-être ils ont participé à des missions, enfin ils étaient peut-être dans les clubs de foot, sûrement, mais il y a une telle violence qui est présente que donc en Ukraine on a eu ce fameux Tornado, le bataillon en 2014 qui a été par la suite jugé. Là c'est violence fois 100 plus avec les manuels de torture qu'ils utilisent. On voit cette quand même rapprochement avec une horde tatare quoi. Incroyable hein, quand même. Ils sont pas seuls en fait. Il y en a plusieurs comme ça. S'il y a une, donc ça veut dire que c'est juste un sommet en fait, une partie qui est en dessous. En fait, des groupes paramilitaires en Russie, notamment de l'ultra droite, il y en a plein manifestement. Et Magali évoquait ce qu'on dit, ce que cette source dit au Guardian. Est-ce qu'à un moment Poutine ne va pas se faire déborder par ces groupes-là justement qui estiment qu'il ne va pas assez loin?
L'ironie, c'est de voir qu'il y a des groupes néo-nazis alors que l'opération spéciale de Poutine était destinée justement à éradiquer les néo-nazis présents à Kiev. Parce que quand on regarde là sur votre reportage, on voit d'ailleurs, il y a le Kolovrat, c'est la svastika slave. Ouais. Qui est sur l'écusson. C'est des suprématistes, hein, c'est l'équivalent des suprématistes américains. Il y a souvent des anciens des hooligans du Spartak, etc. Ouais, c'est des gens qui se sont recyclés dans les combats, avec une dimension criminelle avérée, puisque vous évoquiez le manuel en question. Mais une dimension criminelle, mais aussi d'idéologie, contrairement à Wagner, où ils sont attirés. C'est pour ça que moi je posais la question tout à l'heure, je disais, expliquez-moi comment des néo-nazis peuvent aller combattre des nazis en Ukraine. Mais je pense que ce sont des chiens de guerre. D'ailleurs, le cofondateur, c'est Petrovski, il était en 2016 jusqu'en Norvège, il a été expulsé de Norvège. Ouais. Et ils font référence à la mythologie scandinave. Il y a le Vaknut, c'est la mythologie nordique. Tout ça est un espèce de patchwork, effectivement, néo-païen, en fait. Ouais. Ils sont aussi des instruments au service de la grande politique, par ailleurs, mais avec leurs propres intérêts locaux sur le terrain. Donc oui, ce ne sont pas des soldats. Non, c'est ça. Mais ils ne menacent pas l'OTAN, en fait. Parce que quand bien même ils feraient ce que vous indiquiez, ce que le Guardian évoquait, c'est-à-dire des missions de sabotage ou d'infiltration dans les pays baltes, l'OTAN et ces pays-là savent réagir à ce genre de provocation. Ouais. Ça ne provoquerait pas d'escalade. Donc là, c'est une menace à la petite semaine qui nous vient de Russie, à travers cette milice répugnante. Mais qui pourrait provoquer des attentats, qui pourrait provoquer la terreur, oui, réveiller les agents dormants. Il y avait un invité tout à l'heure qui nous disait, vous savez, les Russes qui sont en Estonie, c'est des Russes qui sont un peu qui sont partis au moment de la dislocation de l'Union soviétique. Et il en faudrait peut-être pas beaucoup pour les réveiller. Non, il y a une forte pression russe et des services de renseignement russes dans les pays baltes. Mais c'est à ce moment-là. De là à ce qu'ils soient en mesure de mener des opérations, des attentats, etc., il y a quand même une réponse en face. Ce sont des gens qui sont surveillés, etc. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir ici ou là un attentat, mais ce n'est pas un facteur qui permettrait une escalade et d'embarquer l'OTAN dans... Et vis-à-vis de Poutine, alors, parce que est-ce que c'est une arme de Poutine ou est-ce que ça peut être un danger pour Poutine? On parlait souvent de Wagner avec ses ambitions politiques, etc. Ça, c'est la grande question, effectivement. Ce qui était évoqué, c'est si c'est hors de contrôle du Kremlin, c'est une hypothèse qui ne peut pas être exclue. Ça, c'est un problème supplémentaire.